Merci. Le fond, voilà, il y a quand même des signaux, quoi. Hein. Je crois vous avez 20% des infirmières qui manquent, enfin, des difficultés à recruter, des services qu'on ferme, voilà, enfin, et on peut mettre tout l'argent du monde, on ne résoudra pas le problème de fond. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, c'est-à-dire, soyons attentifs à quoi? Alors, il y a plusieurs dimensions. Et ça, vous allez retrouver la notion d'émergence là-dedans, c'est plusieurs dimensions dans mon propos. La première, c'est la dimension de la construction. En fait, une organisation, c'est une somme d'énergie qui est canalisée avec des objectifs particuliers. Et qu'en fait, l'essentiel en fait, de l'énergie qui est dans bonnes organisations, ce sont des personnes qui ont des plaisirs, des intérêts, des besoins, des envies. J'ai besoin de travailler. J'ai du plaisir à travailler. J'ai des intérêts personnels à travailler. Ces énergies-là, en fait, le problème, c'est que nos systèmes, ils déconnectent tous ces sujets-là pour avoir des gens qui remplissent une fonction, et puis voilà, tu remplis ta fonction, tu rentres chez toi. Voilà. Est-ce que c'est viable? Est-ce que c'est durable? D'un autre côté, vous avez aussi une vision, une mission, un objectif, une stratégie, un but, un projet. En fait, il y a quelque chose qui nous, vous voyez, qui nous meut et qui nous pousse à être ensemble dans une organisation pour atteindre un objectif. Donc, on a des personnes et puis on a un objectif. Et qu'en fait, l'enjeu pour nous, il est comment en fait on va transformer cette énergie présente. Alors, je pourrais rajouter aussi les compétences, hein, bien sûr. Hein, c'est pas que, faut pas non plus être naïf hein, là-dedans. Hein, il faut que les gens aient des compétences particulières. Hein, il ne suffit pas d'engager les cœurs et les tripes des gens pour pouvoir construire une organisation qui tienne en vie. Et le problème, j'allais dire souvent du manager, c'est qu'il est entre les deux. C'est-à-dire qu'il est à la fois entre cette vision, cette mission qu'on peut lui attribuer, la tutelle, l'actionnaire, l'ARS, l'agence régionale de santé, etc. Et puis la réalité en fait des énergies, des compétences qui sont en fait sur le terrain. Et lui, en fait, il doit faire le lien, il doit construire quelque chose qui fait que entre les deux, il y a, voilà, ça fonctionne. Et en fait, l'objectif, c'est bien ça, c'est de se dire, est-ce qu'il n'y a pas ce rôle-là de l'organisation du manager, c'est de relier ça. Alors, il s'agit en fait toujours d'avoir en fait ces personnes-là, d'essayer d'identifier quelque part chez eux en fait qu'est-ce qui les mobilise quelque part. Et puis après, c'est de se dire, ben voilà, ces gens-là, en fait, on les canalise sur des projets, sur des objectifs, on les fait travailler ensemble. Alors après, on va commencer à voir tous les modes d'organisation qu'il y a. Selon le type d'entreprise, où en fait on voit bien que vous avez des acteurs de la haute technologie qui ont des approches en fait en termes d'organisation assez révolutionnaires. Et je ne dis pas qu'il faut tous travailler comme ça, mais en fait c'est de se poser la question, c'est de se dire cette énergie en fait dans nos équipes, quelle est-elle? Quand on va dans un établissement, qu'est-ce qu'on sent comme énergie qui monte du terrain et qui font qu'il y a des gens qui aujourd'hui sont prêts à mettre leurs compétences au service du projet? Est-ce qu'il y a de l'énergie? Et si on n'a pas, qu'est-ce qui a été cassé? Et là, souvent, quand dans mon métier, je dois revenir sur des organisations qui parfois, en fait, en effet, sont un peu, j'allais dire, trop en céphalogramme un peu plat, si je ne vais pas traiter ces sujets-là, je n'arriverai à rien. C'est pour ça que souvent, ce que je dis, c'est que dans mon métier, la première posture, c'est une posture d'écoute. C'est-à-dire, c'est de faire émerger, en fait, voilà, c'est d'écouter, vider les gens, en fait, ils se mettent en route quand les cœurs et les tripes sont vidés. Sinon, il reste une énergie qui est une énergie qui vous est, comment dire, qui va rendre la relation ou la collaboration compliquée. Et tant que cette écoute n'a pas eu lieu, elle ne peut pas avoir lieu. Voilà, il y a quelque chose, il y a une énergie qui ne va pas se faire. Et donc, le rôle du manager, c'est bien ça, c'est d'essayer de se dire comment dans mon équipe, dans un certain type d'organisation, même sur des schémas classiques, comment en fait on va détecter cette énergie-là et comment après derrière on va la canaliser.
Et en fait, on va voir des mots nouveaux, quoi. C'est faire émerger, par exemple. C'est comment on fait émerger, en fait. Nos équipes sur le terrain, elles ont plein de problèmes. Elles ont plein de sujets. Un ouvrier dans une usine qui est face à un problème et qui ne peut pas le résoudre, et qui ne peut pas en parler, il y a un moment où soit il se démotive, et vous avez des accidents de travail, des risques d'accidents de travail, soit il s'en va, surtout s'il est dans un métier à forte pénurie, mais c'est important que lui puisse avoir j'allais dire, une marge de manœuvre qui lui permet en fait d'agir sur son réel. Et c'est là où le chef d'équipe local va l'aider. Ah oui, c'est quoi ton problème? Tiens, si tu prends ta machine différemment, etc., peut-être que... Vous voyez, en fait. Et là, en fait, la personne, elle va dans son geste, en fait, grandir, parce qu'elle va sentir qu'elle a une difficulté, elle va relever les difficultés, et avec son chef ou ses pairs, elle va réduire ou faire la difficulté, ou au contraire, la faire disparaître à jamais. Et nos organisations rendent ça de plus en plus difficile. Alors, dans les environnements industriels, ça fait partie des processus de base qu'on met en place, toujours. Alors, bien sûr, l'objectif, c'est d'améliorer la productivité, mais en même temps, ça fait grandir la personne quand c'est fait d'une certaine façon. Et donc, on va écouter beaucoup, on va réguler, on va animer, on va inspirer, on va trancher les points, enfin voilà. Et en fait, c'est essayer de se dire comment, en fait, on passe d'un système descendant à un système remontant. Et après, derrière, qu'on fait rencontrer les deux aussi. Parce qu'on a besoin des deux. Il ne s'agit pas de dire, on n'est pas dans l'entreprise libérée, comme dit, voilà, il n'y a plus de chef, enfin, bon, etc. On n'en est pas là. Je ne sais pas si vous voulez parler de ces modèles-là d'entreprise, qui sont intéressants, mais qui ont aussi leurs limites. Mais il s'agit de se dire, voilà, quand j'arrive sur un lieu, en fait, voilà, les cœurs et les tripes des gens, qu'est-ce qui se libère comme énergie? Et en fait, la performance nécessaire à tout le monde, un établissement, ça vous donne une certaine forme de performance. Il y a un budget, il y a des élèves, il faut rentrer dans le budget, il faut que les élèves réussissent leurs examens, etc., etc., etc. En fait, c'est difficile d'avoir que, quelque part, c'est vraiment quelque chose qui ressemble en fait à un bassin fluvial, c'est-à-dire que c'est la somme de toutes petites réussites dans les points en fait, des organisations qui font que petit à petit les choses avancent et que tout ça ensemble, quelque part, ça génère le résultat vers lequel, en fait, enfin, l'objectif et le résultat qu'on veut obtenir. Et ça, plus l'organisation est importante, plus, en fait, c'est ça qu'il faut essayer de comprendre, c'est de se dire, quelque part, voilà, dans un très grand établissement, vous pouvez avoir, en effet, la maternelle, le primaire, le secondaire, les préparatoires, bon, etc., etc., etc. Donc déjà, en fait, on voit bien que, voilà, quand on a une responsabilité globale sur un ensemble de ce type-là, c'est chacun, ensuite, on va voir, en fait, chacune de ces divisions-là pour essayer de voir après derrière comment ça se passe. Et après, on descendra de plus en plus détaillé pour aller voir comment ça se forme à chacune des sources en fait, de cette énergie. C'est une image, mais on reviendra éventuellement là-dessus tout à l'heure. Ça, c'est le premier élément, ce que j'appelle la construction. Et on a toujours tendance, nous, à faire des constructions par le haut, alors de faire des constructions par le bas. De repartir du premier geste et de se dire, à partir de ce premier geste, pour qu'il soit utile, comment on peut construire l'équipe. Et je vous donnerai des exemples tout à l'heure. Après, le deuxième enjeu pour moi, c'est celui de l'alignement et de l'équilibrage. Ça vous parle peut-être. Prenez le Nivolet au-dessus de Chambéry. Pour ceux qui connaissent. Déjà, quand on dit alignement, on dit quoi? On dit verticalité. Et la verticalité, ça peut être dans une entreprise, souvent on voit qu'il y a le sol qui est là, hein, avec des équipes opérationnelles, une organisation, un management, une politique financière, une stratégie, l'objectif de l'actionnaire. Et puis on peut voir que c'est plus ou moins aligné, et puis que selon la culture d'entreprise, les dirigeants, le management, etc., on est plus ou moins aligné, et c'est sûr que plus c'est désaligné, plus les gens, enfin moins les gens comprennent quelque part. Et donc, c'est de se dire comment, en fait, on essaie d'aligner notre stratégie avec nos décisions. La culture d'entreprise, la façon dont on prend des décisions, est-ce qu'on est cohérent entre la politique financière de l'entreprise et également l'objectif de l'actionnaire? Et pareil, dans un établissement, on peut se poser la question et de se dire entre les finalités de la tutelle, la mission en tant qu'enseignement catholique, la gestion, les contraintes de gestion, le management opérationnel, les organisations, les équipes, les enseignants, etc.
C'est est-ce que, voilà, globalement, on est à peu près aligné, quoi. Déjà, on peut commencer à essayer de se dire, tiens, ça peut peut-être... On peut regarder ça. Et qu'en fait, parce que derrière, tout ça, c'est fournissant, ça génère du sens. C'est-à-dire que si les gens, j'allais dire, moi, je suis étonné de la capacité des équipes, même à prendre des décisions difficiles qui peuvent être, j'allais dire, pas favorables à certaines parties du corps social, etc., etc. À partir du moment où, la réalité partagée est la même sur l'ensemble, en fait, de l'organisation, et en même temps, il y a un alignement à peu près correct, etc., les gens sont prêts à accepter beaucoup de choses. Et ce qui les déstabilise, c'est l'incohérence et quand on leur raconte des histoires. Parce que plus les gens sont près du terrain, plus ils savent ce qu'ils vivent. Et il n'y a rien de pire que pour ces gens-là, en fait, de voir que leurs dirigeants, leurs animateurs, en fait, j'allais dire, ont une langue de bois, enfin, ont une langue que eux perçoivent comme une langue de bois qui parle d'une réalité qui est différente. Et donc, l'importance de partager la même réalité est fondamentale. Et que nous, à chaque fois, moi j'accompagne, là j'ai terminé un accompagnement de 2 ans et demi dans une boîte. Alors, je ne suis pas à plein temps, hein, mais bon, c'est 12 jours par mois pendant 2 ans et demi. On travaille beaucoup sur ces sujets-là. Parce qu'on sent bien que voilà, c'est quelque chose qui, après, derrière, à la fois réduit la perte d'effort et la perte d'énergie, et en même temps booste un peu les énergies. Et en termes d'organisation, de tout ce qui touche à l'organisation, je pense qu'il y a une phrase de Saint-Exupéry, c'est la perfection est atteinte non pas lorsqu'il n'y a plus rien à rajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer. C'est tout, en fait, l'enjeu en fait, des organisations, c'est vraiment ça. Parce qu'en fait, on a toujours dans toute organisation les opérationnels, c'est-à-dire les gens qui produisent ce qu'ils ont à produire, de l'enseignement, des petites voitures, enfin n'importe quoi. Et puis après, derrière, il y a toujours le sujet des structures de support, etc., etc. Et une structure se développe d'autant plus que son leadership, que son leader est affaibli. Sociologiquement parlant, vous regardez les théories organisationnelles de Berne, les sociologies des organisations, en fait, tout ça, en fait, c'est des systèmes vivants. Et si sur nos organisations, vos organisations, vous regardez ça comme un système vivant et qui vit, vous allez voir, en fait, qu'il y a des choses qui se passent et des choses qui ne se passent pas. Et quelque chose qui se passe là où il ne devrait pas se passer, et des choses qui ne se passent pas là où il devrait se passer. Et en termes de c'est pour ça qu'en fait, l'importance est qu'une structure a toujours tendance à demander plus de moyens. Comme on est dans des choses qui sont, je vais dire, plutôt de l'ordre administratif et non visible, notre tentation, c'est de résister, puis à un moment de lâcher. Plutôt que de se dire, attends, à quoi ça sert? Est-ce qu'on ne peut pas faire autrement? Bref, etc., 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 etc. Parce que, j'allais dire quelque part, c'est coûteux, et deux, en général, ça ne favorise pas toujours, en fait, la performance du corps collectif. Et que donc, l'objectif, on est à la fois tous dans nos responsabilités de manager, j'allais dire un peu jardinier. Quand vous, je ne sais pas si moi j'ai une passion, c'est les tailles de rosier. Qu'est-ce que vous faites quand vous taillez un rosier? Un rosier, ce qui est important, c'est qu'il ait une forme et puis que la lumière aille au milieu. Donc, touche toutes les branches qui se croisent vers le milieu du rosier. Et déjà, à partir du moment où ça va se croiser, vous les coupez. Pour permettre à l'air de se développer. Toutes les branches faibles, vous les coupez. On pourra revenir là-dessus. Je ne dis pas qu'il faut virer les gens qui sont faibles. Etc., etc., etc. Mais en fait, voilà. Et en fait, pour que vous ayez un beau rosier comme un bel arbre, en fait, il faut faire des allers-retours entre le rosier, je regarde, tac, je regarde, c'est une œuvre, c'est presque quelque chose qui doit avoir une certaine forme d'esthétique quelque part. Une organisation, ça peut ressembler éventuellement à ça. Et ce qui fait que le rôle de manager, en fait, c'est un rôle d'équilibriste en permanence entre des contraintes qui sont contraires. Et que lui, en fait, en tant que manager, il y a des moments où il faut créer une rupture et d'autres moments où il faut créer des équilibres. Parce qu'on voit bien, en fait, quand on regarde nos organisations comme un système de vie, on voit qu'il y a des endroits, en fait, où il faut rupter, il y a un problème. Il y a un problème soit d'organisation, soit de personne, soit de process, soit etc. Ou au contraire, j'allais dire, rééquilibrer les relations, les jeux de pouvoir, la façon dont deux équipes se collaborent, etc., 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 etc. Et regardez ça,
détecter ça et essayer de le traiter. Sachant que parfois, il y a des ruptures qui sont fondamentales. Alors en business, c'est vachement facile dans les milieux des affaires. Il y a des moments, des activités, il faut fermer une activité parce qu'elle n'est plus rentable. J'ai un commerce de diligence, il y a un moment où, au début de la première moitié du XXe siècle, il y a un moment où il a fallu que je ferme ce business-là et que je fasse autre chose. Bon, et il y a plein de métiers qui naissent, il y a plein de métiers qui meurent, et donc, dans toute activité, il y a ça. C'est d'identifier, il y a des ruptures à faire, et quelles ruptures sont à faire pour justement garder, en fait, quelque part, l'ensemble de mon organisation, dire à la hauteur des attentes qu'on a à son égard. Ensuite, je vous ai parlé de cohérence et de cohésion. Je verrai plus tout ce qui est cohérence en fait en tant que verticale et tout ce qui est cohésion comme horizontale. La cohésion des équipes, comment on la travaille, comment elle est là, comment elle n'est pas là. Après, il y a plein de techniques, il y a plein de façons de faire, etc. Mais en fait, là-dedans, il y a des vrais sujets. L'alignement, on l'a bien vu. La cohérence entre ce que je crois, ce que je dis, ce que je fais à titre individuel, on y est tous soumis. Mais une organisation, c'est pareil. Elle croit des choses, elle dit des choses, elle fait des choses. Est-ce que c'est cohérent dans les messages? Est-ce que c'est crédible, visible, lisible? Parce que quelque part, c'est la crédibilité après derrière qui est engagée en fait quand on dit pas, quand on n'agit pas en cohérence avec ce qu'on dit être ou ce qu'on croit être. Et puis, j'allais dire, où est-ce qu'il y a de l'ordre et où est-ce qu'il y a du désordre? Dans l'entreprise libérée, là, ça c'est un propos que j'ai volé à Pierre Giorgini. L'entreprise libérée, c'est en gros l'entreprise sans chef. Les gens sont auto-responsables, ils s'organisent, etc. C'est caricatural. C'est caricatural, mais c'est un petit peu ça. En tout cas, beaucoup moins de chefs. En fait, il dit, c'est la vengeance en fait, de la cour de récréation sur la salle de classe. La salle de classe, il y a des chefs, c'est ordonné, etc. Mais c'est vrai que l'innovation, elle n'est pas dans la salle de classe, elle est bien souvent dans la cour de récréation. Parce que dans la cour de récréation, il y a des jeux, il y a une liberté. Alors c'est vrai, ça crée plein de, ça fourmille, ça vit. Mais par contre, c'est là où il est plus fort. Et que donc, dans nos organisations, c'est là où on met de l'ordre et là où on met du désordre. Là où on met de la contrainte sur les vraies choses et qu'on redonne de la liberté sur d'autres qui ne le sont pas. Alors qu'en fait, on pense qu'à chaque fois, en fait, la maille, on fait des mailles de plus en plus réduites, quoi, quelque part, on en parlait tout à l'heure. Et c'était de se poser des questions, de se dire où est-ce qu'on peut réouvrir en fait la maille. Après, il y a l'enjeu de la décision aussi. C'est probablement un enjeu qui est important. Il y a des stratèges en stratégie d'entreprise qui disent en stratégie, il faut décider au plus tard. Parce qu'en fait, il faut ouvrir le champ des possibles, et plus vous saisissez, donc plus il y a de champs possibles, plus il y a d'opportunités qu'on peut exploiter. Oui, mais d'un autre côté, quelque part, vous diluez vos forces, vous les répartissez entre dans différentes directions, ce qui fait que le jour où vous avez à mobiliser la force à un moment ou à un autre, la force ou les forces, les énergies, c'est plus compliqué. Et la décision, en fait, elle est souvent un petit peu représentative de la maladie ou du côté sain d'une organisation. En fait. Est-ce qu'elle se prend au fil de l'eau et qu'en fait, c'est un non-sujet ou on sent que la décision est un problème? Et on voit bien que dans un certain nombre de boîtes, c'est le grand sujet. J'entends souvent, personne ne décide. D'abord, décide de quoi? Et ensuite, qui doit décider? Et qu'en fait, ce qui est intéressant souvent avec les équipes, c'est de se dire, tiens, dans la vie normale de mon établissement, de mon organisation, de mon entreprise, je vais essayer de voir qui a le droit de décider de quoi. Recruter un collaborateur, acheter un investissement, qui doit être là-dedans, etc. Et quand vous commencez à lister, en fait, vous commencez à découvrir des choses. Et en fait, on remarque aussi qu'il y a des tas de décisions en fait, qui ne sont pas prises parce que d'abord, la réalité n'a pas été vue. Ou la réalité est vue, elle est perçue, elle n'est pas partagée.
Et quelque part, on ne prend pas de décision parce que le problème, il n'est pas quelque part, comme dirait Marc Grassin, quand ce qui n'est pas dit, il n'y a pas de problème quand il n'est pas dit, en fait. Il n'y a que la parole qui peut dire les choses. Qui va permettre de dire les choses et donc de faire remonter un problème. S'il n'y a pas de parole, il n'y a pas de problème. Par contre, le problème, en fait, il est toujours là, il restera là. Et que donc la liberté de parole et la façon dont la relation se tient dans l'établissement ou dans l'organisation ou dans l'entreprise, en fait, va permettre ou pas aussi de décision. Ce n'est pas uniquement quelque chose qui engage le chef ou les chefs. Et dans beaucoup d'entreprises ou d'organisations, en fait, on voit bien qu'il y a un réapprentissage de la décision. C'est qui et comment on peut faire pour décider. On a l'impression en fait, qu'on peut décider de moins en moins de choses, mais en fait, quand on regarde les choses de près, on voit en fait, la marge de manœuvre, elles existent. Mais qu'il y a des décisions, comme on disait tout à l'heure, qui sont compliquées à prendre, et qui ne peuvent être prises pour moi, à mon sens, qu'au niveau d'un collectif. Parce qu'elle doit être portée, elle doit être non seulement incarnée, parce qu'à un moment, il faut trancher le point, mais également la façon dont elle est portée par l'équipe, pour que ce ne soit pas un poids intenable aussi pour celui qui doit la prendre. Et en France, la difficulté qu'on a, c'est qu'en fait, on a des décisions qui sont souvent prises à partir de la représentation mentale qu'on se fait de la réalité, plus que de la réalité, à travers nos prismes intellectuels, nos prismes culturels, nos prismes religieux, nos prismes, etc. Alors qu'en fait, quand on passe le temps en équipe à regarder le réel et se dire qu'est-ce qu'on a en face des yeux, décrivons-le ensemble, déjà, l'enjeu de la décision, il se réduit. Parce qu'en fait, on partage le même rêve. Regardez la capacité des politiques de prendre nos vrais sujets sociétaux plutôt que de s'écharper et à se dire, voilà, c'est quoi la réalité? Attendez, des sujets aujourd'hui qui sont aussi importants que la transition énergétique, que l'immigration, que l'économie, que l'assistance tout ce qui est droit sur budgets sociaux, etc., etc. Regardons les réalités. C'est compliqué. En France, c'est très compliqué. Et on est, dans nos organisations, un peu marqués par cette difficulté à regarder les réalités. Et notre système scolaire ne nous a pas favorisés, parce qu'en fait, on nous a souvent transmis un savoir au lieu de reprendre, au lieu d'observer la vie, le réel, etc. Et donc, en fait, on passe par le prisme en fait, de nos savoirs, alors qu'en fait, il faut juste accueillir le réel. Et ça, on doit moi je sais en tout cas que c'est un désapprentissage que j'ai dû faire et que je dois faire. Et de repartir du réel pour redonner de la force à la décision et puis derrière à tout ce qui va se passer derrière. Ensuite, j'ai remarqué des choses combien d'organisations j'ai vu qui est tout fait de réunions. Je pense que ça ne vous arrive pas, ce n'est pas votre problème. Mais j'ai vu deux choses fondamentales qui permettent énormément de réduire le nombre de réunions. La première, c'est celle du briefing et du debriefing. Moi, avec mes équipes pro-serrées, tous les matins à 8h30, j'ai un call, où qu'on soit en France, en Londres, en Europe. Ça dure une demi-heure. Les problèmes parlent des uns, des autres, etc. Enfin, voilà. Et ce qui fait qu'en fait, quand on se réunit, on se réunit sur des sujets structurants, assez rares d'ailleurs, ce qui régule bien la relation, les problèmes, les décisions, etc. etc. C'est ce qu'on appelle le briefing et le debriefing. Le deuxième élément, c'est le feedback. Excusez-moi, je prends des mots anglais, mais c'est le temps qu'on passe à côté de chacun de nos collaborateurs pour lui donner le feedback de ce qu'il a fait, et lui aussi, vice-versa d'ailleurs, ça peut aller dans les deux sens, et qui fait qu'en fait, j'allais dire, ça le fait progresser dans la maîtrise de son geste, et nous, il nous fait progresser dans notre rôle en fait, d'animateur ou de manager. Et que plus on est haut dans la hiérarchie, plus c'est difficile, mais quand c'est là, c'est absolument extraordinaire. Et le problème, bien souvent dans nos organisations, c'est qu'eux sont impliqués, eux, les chefs, nous, les chefs, on est concernés, et bien souvent, c'est le chef qui est concerné qui va prendre des décisions pour ceux qui sont impliqués. Et pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Pourquoi en France,
On va dire toutes les routes vont être à 80 km/h à partir de telle date. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez un petit peu le sujet? La bonne décision sera de se dire aujourd'hui, sur un certain nombre de routes, on a un vrai problème de vitesse. Et donc, je vais demander à chacun des préfets de travailler avec les sous-préfets, les mairies, etc., pour définir quelles sont les routes qu'on doit baisser de 90 à 80, et je laisse les préfets décider. Ça aurait été un non-sujet. Un non-sujet. Mais n'empêche que nous, dans notre culture française, je suis le chef, on va tous rouler à 80. Que nous, on définisse le quoi, le où, le combien, mais laissons-leur le comment. C'est compliqué, hein? L'autre jour, j'étais dans la voiture, tac, j'ai oublié le fils derrière, pas tout jeune, il a 30 balais. Je lui ai dit, tiens, tu peux me filer mon portable qui est dans la poche de ma veste? J'ai une veste de montagne, etc., on descend les montagnes. Qu'est-ce que je fais? Je regarde la façon dont il regarde dans ma veste. Je dis, mais arrête, enfin, c'est des trucs. Enfin, on peut avoir des réflexes qui sont d'une. Il a 30 balais, il est dans ta voiture, il est capable de faire ça tout. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça m'est presque plus facile sur le plan professionnel que personnel, quoi, parce que c'est encore mon fils. Quoi. Son fils, il a 30 ans, mec. Et on voit bien enfin, le conditionnement sur des choses aussi bêtes. Et que dans la décision, il y a le processus de décision, mais il y a aussi comment, en fait, quelle est la pédagogie de la décision. Je vais vous donner un exemple, c'est la décision dans les services de soins intensifs. Il y a des décisions ou soins palliatifs. Il y a des moments où il faut décider d'arrêter les soins, de débrancher les soins. Autrefois, c'était le chef de service qui prenait cette décision. Aujourd'hui, il y a tout un protocole qui engage le collectif. Et tant que le collectif n'est pas mûr, on ne débranche pas. Et que donc, si dans une réunion où tous les matins, on a la liste de l'ensemble des malades, et on se dit, voilà, il faut faire, on ne fait pas, si ce n'est pas mûr, on remet ça à la décision du lendemain ou du surlendemain. Mais on protège en fait le processus de décision. Et donc, il y a probablement dans nos établissements, dans nos organisations, des décisions en fait, qui peuvent être faites d'une certaine façon pour qu'elles soient acceptées par le corps social. Donc là, parce qu'elles engagent la vie, comme on l'a vu dans les soins intensifs, mais parce que quelque part, elles concernent les gens. Et l'implique, vous connaissez l'omelette de l'art, non? Vous ne connaissez pas l'histoire de l'omelette de l'art? C'est excellent. Concerné. C'est la différence entre impliqué et concerné. Dans l'omelette de l'art, le cochon est impliqué, la poule est concernée. D'accord? Et le problème, c'est que souvent, trop souvent, les chefs qui sont les poules choisissent à la place des cochons, mais le cochon, généralement, lui, il est tellement impliqué que. Et que donc, la question, c'est de se dire, est-ce que, en fait, en termes d'autorité, quelque part, j'ai suffisamment bien réparti les différentes décisions qu'il me reste ou que j'ai dans mon organisation aux différents étages pour que les gens aient la possibilité de retrouver des marges de manœuvre, de développer leur propre dignité, d'améliorer leur environnement, de prendre un certain nombre de décisions. J'ai dirigé une boîte jusqu'à il y a ce printemps, une boîte dans le domaine de la logistique. Chaque patron de site, puisque ce sont des sites qui sont différents, a la possibilité d'investir 50 000 € sans en demander quoi que ce soit à personne. Il recrute de tous les gens dont il a besoin sans demander l'autorisation, et c'est une boîte qui gagne bien sa vie, sans demander l'autorisation à qui que ce soit. Et wow. Et vous voyez, et vous avez l'autre boîte à côté, où à partir du moment où vous commencez à dépasser 1 000 €, bah, vous rentrez dans un système informatique qui fait que vous allez avoir 3 autorisations nécessaires. Juste cette question de se dire qui est capable de décider, en fait, peut ouvrir un certain nombre d'espaces. Ce que je vous propose, c'est de faire une petite pause, parce qu'il est 4h15. Combien de temps?